Bienvenue sur Instant T. Si tu veux voir la politique autrement, abonne-toi dès maintenant, tu vas adorer ce qu'on décrypte aujourd'hui. Dans un contexte international tendu, où la guerre en Ukraine redéfinit les équilibres géopolitiques, une voix s'élève du cœur de Moscou et pointe directement la France. Piotr Tolstoï, vice-président de la Douma et figure politique de premier plan en Russie, accuse ouvertement les élites françaises d'entretenir un narratif anti-russe destiné à manipuler l'opinion publique. Selon lui, les Français seraient aujourd'hui enfermés dans une perception biaisée, dictée par une propagande systémique et soutenue par certains médias, responsables d'avoir transformé la Russie en ennemi par réflexe, et non par analyse. Une déclaration forte qui interroge et qui dérange. Cette sortie médiatique n'est pas aux isolés. Elle s'inscrit dans une stratégie de communication russe assumée, visant à contrecarrer la domination du discours occidental sur le conflit en Ukraine, sur les sanctions économiques et plus largement sur l'avenir de l'Europe. À travers ces mots, Tolstoï remet en cause non seulement la politique étrangère française, mais également la manière dont l'information est traitée, diffusée et digérée. Dans cet épisode d'Instant T, nous décryptons les dessous de ce discours. Que dit vraiment Piotr Tolstoï? Pourquoi ses propos ont-ils été marginalisés? Et surtout, quels enjeux se cachent derrière ce bras de fer médiatique entre la Russie et l'Occident? Bonjour Piotr Tolstoï. Bonjour. Merci beaucoup de votre temps. Nous nous retrouvons à Moscou pour l'interview du dialogue franco-russe tant attendu par nos abonnés. On va commencer par l'actualité brûlante. Le 18e paquet de sanctions de l'Union européenne contre la Russie a été adopté. Il interdit entre autres l'importation de produits pétroliers russes. Le prix du pétrole russe sera abaissé à 47,6 $ le baril. L'Union européenne considère ces sanctions comme les plus sévères. Et, je cite, on va faire plier la Russie, notamment Nord Stream également est sanctionné. Que dire, que voulez-vous dire à Madame von der Leyen et à Madame Kaja Kallas? Rien, c'est leur politique depuis des années. Ils ont eu déjà l'espoir que la Russie va se plier sous les sanctions il y a 3 ans. Et donc aujourd'hui, il y en a 28 000 sanctions différentes contre les Russes et l'économie de la Russie, mais l'économie de la Russie fonctionne malgré tous les plafonds du prix sur le pétrole, toutes les déclarations. Aujourd'hui, l'Union européenne achète le pétrole russe, mais à l'Inde. Et c'est eux qui payent le supplément de différence du prix. Donc pour la Russie, cela veut dire que notre orientation vers des autres marchés et notre, si vous voulez, rupture économique, d'ailleurs pas par notre initiative, mais avec l'Union européenne, c'est des choses qui, aujourd'hui, c'est des faits, quoi. Donc c'est les sanctions que l'Union européenne considère comme les plus sévères. Finalement, pour vous, rien va changer pour la Russie dans les mois qui viennent? Les sanctions, c'est des nouveaux difficultés pour notre économie et pour notre société, mais ça n'a pas changé notre attitude par rapport à la continuation de l'opération militaire spéciale en Ukraine. Et c'est penser que les Russes vont changer leur attitude vers ce problème à cause des sanctions économiques ou à cause de la pression économique extérieure, cela veut dire ne pas comprendre la Russie et les Russes sans vraiment des choses qui nous étonnent jusqu'à présent. Donc tous les travaux des soviétologues et spécialistes soi-disant de l'Occident sur la Russie, c'est finalement c'est la projection de leur mal par rapport à la Russie, mais ça ne considère pas notre société. Une phrase calme, mais lourde. Les Russes, Tolstoï ne pose pas une le question, fric ou pour il affirme. Et ce qu'il affirme, c'est que les apparences trompent. Laisser les tâches de l'opération militaire spéciale, ça c'est sûr. On va revenir à la question de la mauvaise compréhension de la Russie un petit peu plus tard, puisque c'est aussi le cœur quand même
du grand problème de l'Occident, le chancelier Merz a souligné que l'aide importante à l'Ukraine sera octroyée dans les semaines qui viennent. Évidemment, il s'agit visiblement des systèmes de tir de longue portée. Selon Bild, par exemple, le Bild tout récemment on dit que les systèmes patriotes, l'Allemagne ne sera pas capable de les livrer dans les semaines qui viennent comme ça a été promis. Et on sait très bien que le ministre des Finances allemand souvent rétropédale et bloque la décision du chancelier. Et ma question serait pourquoi l'Ukraine encore en fait croit à ces promesses non tenues, puisque c'est très bien qu'ils ne vont pas recevoir tous ces systèmes dans les semaines qui viennent. Mais qu'est-ce que vous voulez? L'Ukraine n'a pas d'autre espoir, quoi. Il espère au soutien des Européens. Le problème, c'est que, par exemple, il y a 3 jours, l'aviation et des missiles russes ont éliminé 3 batteries patriotes. 3 batteries patriotes, si on compte en argent, c'est dizaines de millions de dollars. Et pour l'Allemagne, donner ces systèmes patriotes en Ukraine, c'est possible dans 3 mois, dans 5 mois. Ça ne va pas changer la situation sur le champ de bataille. C'est ça ce qu'ils ne comprennent pas les Européens. Et l'autre chose, c'est que plus des Ukrainiens vont utiliser des systèmes de longue portée, des missiles de longue portée, plus loin sera obligé d'aller la Russie sur le territoire ukrainien. Donc tous ces efforts, ça retarde le moment de négociation, des vraies négociations sur la paix. Pourquoi est-il si difficile de se mettre d'accord avec Donald Trump? On sait très bien, tout le monde le sait, qu'il y a les conditions préalables sur lesquelles la Russie ne transigera pas. Et Trump le sait, mais on voit sa communication, de toute façon à Paris, on voit tout le temps différentes annonces, sa communication est très chaotique et on n'arrive pas vraiment à comprendre ce qu'il veut. Que veut Trump ou son administration? Trump, c'est un leader des États-Unis et il veut rester un leader des États-Unis et il travaille pour les États-Unis, aux intérêts des États-Unis et pas des intérêts de la Russie. Hein. Donc sa communication, si vous avez remarqué, il répète tout le temps que c'est une guerre qui n'aurait jamais eu lieu si lui, il était le président. C'est la guerre de Biden. Donc ça c'est un élément stable dans sa communication. D'autre part, il a 2 risques. Il a des gens qui, en fait, c'est le cœur de son électorat qui ne se tiennent pas l'investissement dans la défense ukrainienne. Et qui disent arrêtons, regardons comment ils dépensent l'argent, pourquoi on doit donner des milliards de dollars, etc. Et d'autre part, lui, il ne veut pas avoir l'Ukraine comme Afghanistan à l'époque de Biden. Il ne veut pas être un président américain qui a perdu la guerre, quoi. Clairement, parce que les États-Unis, dès le premier jour, ont participé dans cette guerre, et avec leur armement, et avec leurs conseillers militaires, et avec l'éclairage par Sputnik, etc. Donc il y a plein des terrains où ils ont, jusqu'au présent, avec d'autres spécialistes de l'OTAN, en fait, ils mènent la guerre contre la Russie. Et pour lui, c'est pas facile de trouver la balance entre des intérêts de ses électeurs. Et c'est la société américaine qui, tôt ou tard, sera fatiguée par cette histoire et, à mon avis, déjà est fatiguée par les investissements dans la défense ukrainienne. Vous croyez à sa volonté vraiment de trouver l'accord de paix ? S'il trouve l'accord de paix, je crois que le Premier ministre de l'Israël va lui nominer à prix Nobel de la paix. Donc ils vont se retrouver tous les deux là-bas. On va un petit peu revenir à l'actualité française, tout très simple, puisque nous sommes au Dialogue-Franco-Russe. Le responsable de la DGSE français, l'état-major des armées, intensifie et répète le discours d'Emmanuel Macron qui consiste à dire que c'est la Russie qui a désigné la France comme son ennemi principal. Autant que je sache, le Kremlin n'a jamais tenu de tels propos.
Et ma question, bon, pourquoi ces propos maintenant? D'ailleurs, ça a été dit autour de la date symbolique pour les Français, le 14 juillet, la date nationale. Pourquoi ces propos maintenant et quels sont les ennemis de la Russie pour vous? Vous savez, les hommes politiques en France ont déjà ils ont déjà dit autant des mensonges sur la Russie et autant des injures que pour eux, la Russie, c'est un ennemi principal. Ça, je suis d'accord. C'est dans leur tête. C'est dans leur tête. Mais pour la Russie, la France, c'est pas un ennemi. C'est un pays qui a malheureusement perdu sa voix et son souveraineté durant les dernières décennies et qui a se plié sous l'idée de soutenir la coalition anti-russe, l'idée de Biden et l'idée des Américains au début du conflit en Ukraine. Donc tous ces principes, tous ces discours de M. Macron, à mon avis, c'est une espèce de fanfaronnade pour un peu essayer dans l'espace public de redonner à la France subjectivité, quelques rôles les mots dans circulent, la politique européenne. les images aussi. Mais malheureusement, mais qui décide on du voit cadre, que ce que vous lisez, est-ce ce que vous pensez limité. ou ce que l'on veut que vous croyez? La réaction des Français. Parce que j'ai vu récemment que, d'après des sondages, le gouvernement de Bayrou et la popularité, le taux de popularité du président Macron ont baissé, ont beaucoup baissé. C'est bien sûr à cause de leurs décisions à l'intérieur de la France, mais aussi à cause que les Français ils sentent que dans toute cette histoire anti-russe, il y a un piège qui attend l'Union européenne et la France aussi. Et les Russes, est-ce qu'ils écoutent ce que disent les responsables russes? Avec beaucoup de regrets. On écoute avec beaucoup de regrets. Et nous sommes sûrs et certains que l'histoire continue et que les leaders d'Europe d'aujourd'hui, avec lesquels on ne peut pas avoir ni le dialogue, ni la confiance, ni les accords, donc ils seront remplacés par d'autres personnes. Piotr Tolstoï, vous êtes représenté par les médias mainstream que vous connaissez en tant que proche de Poutine. On sait pourquoi c'est fait, c'est dans le but de diabolisation générale, finalement, parce que le président Poutine est décrit comme un dictateur terrible et la Russie également un pays terrible avec son... Oui, on est terrible, on mange les enfants pour le petit déjeuner. Ouais. D'où vient cette diabolisation, puisque les racines, ça ne date pas d'hier. Et c'est une amalgame, pas juste le président ou ses proches, mais c'est aussi la Russie qui le tend. Mais écoutez, on a eu toute une époque de communisme et la Russie comme la menace principale pour la paix en Europe. On a eu après un moment de détente et quand après la chute de l'Union soviétique et des essais de décomposer la Russie, mais évidemment pour les gens qui voulaient ça, Poutine c'est un diable et tous ceux qui partagent ou soutiennent son politique sont aussi des, comme on a dit, j'ai vu récemment dans la presse française, les lieutenants sanglants des Poutine. Pourquoi sanglants? Pourquoi lieutenants? Mais bon, donc ça c'est des clichés qui circulent dans la propagande occidentale. Et je veux juste dire que beaucoup de journalistes occidentaux continuent à travailler à Moscou, tandis que les journalistes russes ne peuvent plus travailler en France. Voilà. Donc c'est ça la démocratie comme il est, et donc les cannibales russes, les barbares, hein, les gens qui ne connaissent pas la démocratie et donc qui ont des différentes valeurs, agissent quand même d'une façon plus démocrate que les Européens. Comment vous trouvez cette démocratie, puisque chaque fois, quand par exemple Macron ou d'autres chefs européens parlent de la Russie, ils disent que bon, voilà, la Russie, il n'y a pas de démocratie, nous,
c'est la démocratie, c'est pour ça qu'ils nous envient les Russes et ils veulent détruire notre démocratie. C'est vrai que bon, nos abonnés et les personnes qui ont voyagé quand même voient plus de choses, mais est-ce que vous côtoyez ces journalistes d'ailleurs mainstream? Est-ce qu'à Nantes, ils vous disent des choses ou pas du tout? Non, à mon avis, l'idée que les Russes veulent détruire quelque chose, c'est une espèce de radicalisme polémique. Donc nous, on a notre démocratie, on a nos valeurs, notre propre civilisation, si vous voulez, et on vit dedans et on veut rien, on respecte les autres, la démocratie européenne ou la démocratie américaine ou la démocratie de l'Inde. On respecte les traditions et les valeurs d'autres peuples. Mais on est contre que si vous voulez, dans les relations internationales, que le droit international sera remplacé par les soi-disant impératifs américains ou impératifs de l'Occident, comme on dit en russe, есть право и правила. Donc, il y a un droit et il y a des règles. Voilà, il y a le droit et il y a des règles. Donc, de quoi il parle? Il parle qu'on ne respecte pas les règles. On n'a jamais dit qu'on va respecter les règles des autres. Nous, on a nos règles à nous, on a notre pays à nous, et on va faire à notre façon. On comprend le monde entier, les processus historiques à notre façon, et donc on ne dicte pas aux autres comment vivre. Ça fait 3 ans, voire plus déjà, que l'opération spéciale, comme on dit, la guerre en Ukraine continue. Est-ce que les Russes, d'après vous, ont changé l'opinion? Est-ce qu'ils ont changé depuis la première année? Il y avait beaucoup de personnes, beaucoup, ça dépend pour les grandes villes qui sont parties. Après, certes, ils sont revenus, on en a parlé d'ailleurs l'année dernière. À aujourd'hui, en 2025, est-ce que les Russes ont leur opinion, ils ont leur propre opinion de ce qui se passe réellement? À mon avis, les chiffres des gens des bénévoles qui arrivent dans l'armée et qui, chaque jour, ils disent que dans la société, il y a toujours cette réconciliation et ce soutien de la politique du président Poutine. Il n'y a pas des doutes et il n'y a pas même, on pourrait dire que dans certains milieux, il y a la fatigue à cause des sanctions, à cause de ça, mais ça concerne surtout les 10% des gens qui habitent dans les grandes villes. Donc ça ne concerne pas la Russie entière. Et pour l'instant, non. À mon avis, il n'y a pas ce changement. Beaucoup de questions également autour du conflit entre l'Israël et la Palestine et toute cette dernière mini-guerre de 10 jours entre l'Iran et Israël avec les États-Unis, ce qui montre à quel point il est difficile de manœuvrer entre tous ces pays dans la région, sachant que la Russie parle avec tout le monde, il y a ses alliés de longue date, et finalement comment rester médiateur fiable dans des conditions de cette paix fragile, très fragile, et dans tout ce qui se passe comme guerre dans la région? On ne peut pas parler de médiation fiable quand il n'y a pas le droit international. Quand on veut, on peut envoyer un avion avec les bombes et bombarder n'importe quel pays qui n'a pas l'arme nucléaire. Vous croyez que si la Russie n'avait pas l'arme nucléaire, on n'était pas démantelé comme la Yougoslavie à la fin des années 90? Non. Donc nous sommes réalistes et à mon avis, il faut d'abord entendre les principes de droit international partout et après qui en fait pour exclure les décisions qui ont pris Netanyahou et Trump sur ce conflit. Parce que l'Iran, c'est pas l'Iran qui a tiré sur l'Israël, c'est l'Israël qui a tiré sur l'Iran. Et la position de la Russie dans le conflit entre Israël et la Palestine, qui ne date pas d'hier, qui ne va pas se terminer demain, et quand on écoute la communication des uns et des autres, il y a ceux qui disent qu'il y a le génocide, d'autres qui disent on défend notre territoire. Comment faire? Puisque la Russie, également l'Union soviétique à l'époque, a été toujours respectée dans la région et était entendue et écoutée. Oui, le problème c'est que notre position n'a pas changé. Nous sommes pour un État indépendant palestinien
Et à mon avis, Israël exagère dans les questions de territoire quand ils disent que c'est leur territoire. Non, c'est eux qui sont venus à un moment vivre sur les territoires de Palestine. Et il faut 2 États indépendants, Israël et Palestine, sur ces territoires. Mais cet accord, il doit être produit des volontés des grands pays. Donc il faut la nouvelle Yalta pour résoudre ce problème. Il n'y a pas de volonté? À mon avis, non. Aujourd'hui, non. Il y a ceux qui regardent sur ce qu'a fait Israël à Gaza, qui disent oui, c'est la génocide. Et qu'est-ce que vous allez dire? Ah non, non, on ne va pas dire ça en public, on ne va pas agir, on ne va pas rien faire. Donc regardez les positions des leaders européens. À mon avis, c'est hypocrisie pure sur cette question. Est-ce que la Russie parle de ces problèmes-là avec les États-Unis en ce moment? Puisque apparemment les États-Unis et la Russie se parlent pratiquement tous les jours. Comme a dit Trump, il était impossible, c'est-à-dire il croyait que c'était possible de terminer la guerre en 24 heures, 6 mois plus tard, il sait très bien que c'est beaucoup plus difficile, mais il y a beaucoup de sujets et il ne peut pas ne pas parler à la Russie. Est-ce que pensez-vous qu'ils se parlent? Oui, à mon avis, il y a un effort pour rétablir le dialogue des 2 grands pays, quoi. C'est normal. Parler avec les Américains, c'est normal. Avoir le dialogue, c'est normal. Il y aura plus de confiance avec le dialogue. Quand, à l'époque de précédent président des États-Unis, il y avait cette rupture, à mon avis, c'est beaucoup plus dangereux pour le monde entier. J'ai reçu beaucoup de commentaires suite à la vidéo, l'une des dernières vidéos que j'ai faite sur notre chaîne du dialogue franco-russe, juste après l'appel d'Emmanuel Macron à Vladimir Poutine. Et la question la plus fréquente n'était pas de quoi il s'agissait, parce qu'on a vu les communiqués, certes c'était très formel, mais quand même. Mais pourquoi Poutine a répondu? Et ma question serait, la dernière fois, l'été dernier, quand on s'est vu, je vous ai posé la question, est-ce que demain, si vous rencontrez Emmanuel Macron, qui est encore président de la France, est-ce que vous avez quelque chose à lui dire? Vous avez dit non. Est-ce que c'est toujours le cas? Et pourquoi finalement Vladimir Poutine a répondu? Vladimir Poutine a répondu parce que Vladimir Poutine est un homme politique très poli et très attaché à des traditions de communication internationale délicates et polies. Donc, à mon avis, même après que Macron a publié leur entretien téléphonique, un des premiers, Macron, il passe son temps à taper le numéro de Poutine, mais cette fois-ci, il a bien tapé et Poutine a répondu, donc c'est normal. Mais sans plaisanter, oui, Poutine est quelqu'un qui est pour le dialogue. La Russie n'a jamais dit que nous sommes contre le dialogue, mais nous sommes pour le dialogue qui va assurer notre sécurité globale du pays. Et c'est le président de la Russie qui mène ce dialogue avec des autres leaders européens. Moi, personnellement, j'ai rien à dire à Emmanuel Macron. Ni à Brigitte? La dernière fois, vous vouliez dire quelque chose à Brigitte, là, ça a changé. Non, Brigitte, ça va, elle fait des bons coups, donc pour l'instant, elle tient sa ligne, très bien. Vous avez participé au dernier sommet des BRICS, je crois. Quel est le meilleur résultat, pour vous de ce sommet? Est-ce qu'il a eu du succès? Il a été très mal médiatisé, très peu médiatisé. On a sur la stade que on essaie avec les partenaires de BRICS de trouver des accords pour rendre le monde plus juste, le monde multipolaire. C'est pas facile parce qu'il y a des différences culturelles, il y a des différences économiques, il y a des différents intérêts politiques des pays, mais on trouve petit à petit, on trouve des points où nous sommes d'accord et on avance. Donc, à mon avis, pour l'instant, il n'y a pas beaucoup de choses à médiatiser. Mais si, par exemple, le président américain Trump menace à des nouveaux tarifs contre les pays de BRICS,
Cela dit que le dollar est menacé et que les Américains, ils le sentent très bien, qu'ils ne veulent pas un nouveau ordre du monde multipolaire qui va sans doute venir sur la place de l'ordre occidental. Il s'agit également de la mise en place du nouveau système financier, un peu comme SWIFT, mais le système financier à BRICS va prendre encore combien de temps? Parce qu'en effet, ça peut durer encore des années. Mais je pense que les pays en ont besoin maintenant, bientôt. On va voir. Mais vous savez, avec les changements dans ce domaine, avec les crypto-monnaies, le progrès va venir. Le progrès technique va soutenir cette différenciation dans l'économie mondiale. Que pensez-vous des rumeurs qui disent que l'Occident est un petit peu fatigué, l'Occident, c'est les États-Unis, fatigué de Volodymyr Zelensky, et les États-Unis voudraient le remplacer par M. Zaloujny. Là, j'ai lu ça selon Seymour Hersh, vous connaissez ce journaliste d'investigation connu qui a écrit ça il y a quelques jours. Est-ce que si, par exemple, imaginons qu'in fine, Volodymyr Zelensky va partir, un nouveau président ukrainien, on ne sait pas, pourquoi pas Zaloujny, est-ce que la Russie va parler avec Zaloujny? La Russie va parler avec n'importe qui sera élu de façon légitime en Ukraine. Mais aujourd'hui, M. Zelensky n'a aucune légitimité parce que son mandat est terminé. Et donc, il fait semblant d'être dictateur à la guerre, il justifie l'absence des élections en Ukraine, mais on sait bien que dans ce système, ils ont déjà justifié le 3e tour de l'élection présidentielle à 2004, ils ont justifié le coup d'État de 2014, donc c'est un pays qui a un système démocratique n'est pas stable, et on peut avoir des justifications pour n'importe quel dictateur ukrainien. Pour nous, ce qui est primaire, c'est nos intérêts nationaux et c'est la sécurité de la Russie. Ce n'est pas la personnalité du leader de l'Ukraine. Combien de temps peut encore durer réellement l'opération spéciale? 2 ans, 3 ans. Plus? On verra bien. Ça dépend aussi des Européens. Donc arrêtez d'envoyer des missiles et ça va se terminer assez vite. On est en 2025 et je me souviens même l'année dernière, à chaque fois qu'on se retrouve, on en parle, on a l'impression de toucher le fond, qu'il a des limites de provocation entre autres. Et là, c'est ma question, ça continue. Est-ce qu'on a finalement atteint quand même quelques limites déjà? Est-ce que la patience, parce que quand je lis les commentaires, les abonnés disent mais Poutine est patient, la Russie est patiente. Est-ce que la Russie va encore rester patiente quelques temps ou pas? Nous, on a l'éternité devant nous. Et les leaders politiques occidentaux, ils ont des mandats de 4 ans ou de 5 ans. Donc, c'est ça la différence. On a une autre mentalité. Et les Chinois sont encore plus longs. Hein. Plus longs que les Russes. Oui. Ils regardent les siècles en avant. Nous, on regarde les décennies, les Chinois les siècles et les Européens des heures et des minutes. Ça, c'est intéressant ce que vous dites, vu qu'on vit à long terme en Russie, certes, mais les Chinois, puisqu'ils vivent encore plus longtemps dans cet imaginaire, est-ce que finalement, un ennemi de la Russie est quelque part la Chine à long terme? Je ne crois pas, on a des bonnes relations et plutôt... écoutez, la Russie c'est le plus grand pays de l'Europe. La Chine c'est une grande puissance, mais notre climat, à mon avis, pour eux c'est trop dur. Donc non. Il n'y a pas de rivalité au sein des BRICS avec la Chine? Non. Il y a des accords plutôt, comme j'ai dit, liés avec la différence de culture, de compréhension telle et telle. Qu'est-ce qui est la norme entre le Brésil, Inde, Chine, c'est des pays très différents. Mais on trouvera l'accord, on trouvera des compromis, on trouvera un nouveau système juste pour tout le monde. Pourquoi on ne peut pas trouver ces accords avec les Européens, puisque nous, les Russes, on est Parce que les proches. Européens ne veulent pas.
Ils ne veulent pas ni le dialogue, ils ne veulent pas comprendre. La majorité des Européens pensent que l'Ukraine c'est un pays indépendant depuis des siècles. Et donc il y a des mythes qui ont été construits par la propagande anti-russe c'est le délire, quoi. C'est ce qui se passe les derniers 10 ans contre la Russie en Europe, c'est vraiment le délire. Apparemment, les nouvelles négociations auront lieu entre la Russie et l'Ukraine demain. Donc on est mardi, donc demain c'est mercredi. Vous pensez qu'il y a un espoir quand même? On va encore passer des années à négocier? Non, c'est ces négociations sur les questions humanitaires, sur les prisonniers, sur les blessés, ça c'est normal. Il faut maintenir cette chaîne de dialogue et de communication pas militaire, mais c'est rien à voir avec l'idée des Européens que la Russie a perdu la guerre et doit proclamer le cessez-le-feu, etc. On n'a aucune idée de ça. Et quand ils parlent avec nous avec des ultimatums, ça c'est inadmissible. D'ailleurs, cet ultimatum de Trump, vous le prenez sérieux? Oui, l'ultimatum de Trump, on prend toujours au sérieux ce qu'il dit le Trump, mais l'avantage c'est qu'il change souvent ce qu'il dit au sérieux. Donc on verra bien dans 50 jours, mais d'après ce que je sais sur mon pays, sur mon président, aucun ultimatum n'a jamais marché pour l'instant contre la Russie. Et là, on est un peu au cœur de, vous dites, mécompréhension. On est d'accord là-dessus, au dialogue franco-russe. On a beaucoup d'abonnés et on a beaucoup d'invités. Et ceux qui viennent, ils sont plutôt russophiles. Ou, en même temps, il n'est pas obligatoire d'être russophile. Il faut juste comprendre, essayer de comprendre l'autre. Essayer d'être neutre, ce qui n'existe pratiquement pas. Que vous avez envie de dire à ces gens-là qui ne comprennent pas la Russie? Comment comprendre la Russie, finalement? Venir en Russie. Venez, on a maintenant les visas électroniques, donc on peut venir en touriste pour 2 semaines, regarder, parler un peu avec les Russes. La majorité dans les villes parle anglais ou quelque part parle français comme moi, donc n'hésitez pas. Venez et regardez vos propres yeux de quoi il s'agit, comment vivent les gens, comment marchent les sanctions européennes, pourquoi l'économie russe n'est pas en ruine. Donc voyez vous-même. La vérité, c'est toujours, il faut voir ses propres yeux. Vous êtes optimiste? Les pessimistes en Russie sont déjà tous morts. Hein, et donc, sois parti. Donc je suis là, je suis optimiste, et avec l'optimisme, je regarde dans le futur. Merci beaucoup, Piotr Tolstoï. Merci. Tolstoï a parlé. Les mots ont circulé. L'onde de choc, elle, reste silencieuse. Il n'a ni crié, ni menacé, il a constaté. Et dans cette époque où l'opinion se forme en rafale, certains préfèrent encore s'arrêter. Lire, écouter, relier les points, les Français savent. C'est ce qu'il dit. Mais savoir ne suffit plus. Encore faut-il comprendre ce que ce savoir exige. Et si, au fond, la vraie question n'était pas de savoir s'il y a un piège, mais de comprendre qui en tire les ficelles. Tu viens d'assister à une analyse exclusive sur Instant T. Ici, on ne suit pas le bruit. On décrypte ce que d'autres préfèrent taire. Si toi aussi tu veux voir plus clair dans le monde d'aujourd'hui, abonne-toi maintenant, active la cloche et rejoins une communauté qui pense différemment. Et n'oublie pas, le vrai pouvoir commence par une seule chose, comprendre.